Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. En Centrafrique, la destitution du président de l'Assemblée nationale, Abdoul Karim Mekasoua, fera l'objet d'un débat ce 26 octobre. 97 députés sur 140 ont déposé une pétition pour sa déchéance le 17 octobre 2018. Relance d'une stratégie commune de sortie de crise. C'est dans cette optique que la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale a organisé un sommet extraordinaire ce 25 octobre. Il a érigé un bilan mitigé de l'année 2018. Et puis en Ouganda, les entreprises familiales sont peu compétitives et fragiles financièrement. Un forum local de chefs d'entreprise s'est donné pour objectif de trouver les moyens de construire des entreprises familiales pérennes. En Centrafrique, la destitution du président de l'Assemblée nationale fera l'objet d'un débat ce vendredi 26 octobre. 97 députés sur 140 ont déposé une pétition de déchéance d'Abdoul Karim Mekasoua le 17 octobre dernier. Une destitution qui pourrait impacter le fonctionnement des institutions. Adijatou Badawi. L'administration du président de l'Assemblée nationale en Centrafrique est remise en question. 97 députés sur 140 ont déposé une pétition pour la déchéance d'Abdoul Karim Mekasoua. Une procédure dénoncée par ses soutiens, une centaine environ qui ont organisé une marche pacifique le 23 octobre dans la capitale, Bangui. On fait cette marche pour un soutien légal parce que les accusations portées sur le président de l'Assemblée nationale n'ont aucun sens. Cela ne respecte même pas ce qui est prévu dans le règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Alors ça, c'est la population centrafricaine qui est en train de montrer son mécontentement par rapport à ce que les députés sont en train d'orchestrer pour déstabiliser le pays encore de nouveau. Absence lors des sessions parlementaires, non-respect de la procédure concernant les marchés publics et manipulation des deniers publics, entre autres, une série de manquements sont reprochés à Abdoul Karim Mekasoua, toujours en poste à la tête du Parlement. Certains députés craignent désormais une atteinte aux valeurs démocratiques et du vivre ensemble en République centrafricaine si la crise de confiance perdure au sein de l'hémicycle. Le président de l'Assemblée nationale a donc perdu la légitimité qui lui permettait d'occuper le perchoir. C'est une alerte qui lui est donnée. Que la pétition passe ou pas, il devrait en tirer toutes les conséquences. Depuis le 1er octobre, les activités inscrites pour le compte de la session budgétaire à l'Assemblée nationale centrafricaine sont au ralenti. Certains craignent une crise institutionnelle. Si la motion de déchéance est validée, elle pourrait avoir des conséquences sur le plan politique, social et économique. Un sommet extraordinaire de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale s'est déroulé au Tchad ce 25 octobre. Au cœur des échanges, la relance d'une stratégie commune de sortie de crise. Si des avancées significatives ont été enregistrées, le bilan de cette année 2018 reste contrasté selon le président en exercice de la zone, le président tchadien Idriss Déby Itno. Écoutons-le. Beaucoup d'efforts restent à faire, restent à accomplir pour restaurer les grands équilibres macroéconomiques, doper la croissance et renforcer la soutenabilité extérieure de la sous-région. Aussi, la stratégie de sortie de crise adoptée en décembre 2016 à Yaoundé nécessite-t-elle un souffle nouveau. Nous devons, à l'évidence, mettre en œuvre l'ensemble des résolutions pertinentes de ces assises, car notre sous-région est en butte à de nombreux risques susceptibles de compromettre les efforts que nous avons consentis. Au nombre des facteurs de risque figure le relâchement de la discipline budgétaire, les délais importants enregistrés dans la conclusion des accords avec le FMI, le rapatriement insuffisant des recettes d'exportation, ainsi que les écueils constatés dans la réforme de certaines institutions communautaires. La session s'est achevée avec l'adoption de nouvelles résolutions pour accélérer la sortie de la crise économique et financière qui frappe la sous-région depuis 4 ans. Les pays membres comptent renforcer la solidarité communautaire pour avancer ensemble dans un même rythme.
Le gouvernement congolais annonce des poursuites judiciaires contre l'auteur du livre « Le génocide des Laris au Congo ». L'ouvrage de 120 pages soutient qu'un plan d'extermination a été organisé par les autorités congolaises depuis 1999 contre l'ethnie Lari. Le livre a été interdit sur l'ensemble du territoire national. De Vapanzou. Les ministres Thierry Mongala de la Communication et des Médias et Aimé Ange-Wilfried Bininga de la Justice ont dénoncé une imposture contre l'unité nationale exprimée dans le livre « Génocide des Laris au Congo » de Dominique Nkunku. Les deux membres du gouvernement ont annoncé des poursuites judiciaires contre l'auteur et la maison d'édition de cet ouvrage. Le ministre de la Justice a saisi le procureur général près la Cour suprême que des poursuites soient engagées contre M. Nkunku Dominique. Ils seront poursuivis. Et pour celles qui ont la nationalité congolaise, c'est l'occasion pour elles, ces personnes bien sûr, de venir répondre devant la justice de leur pays. Écrit par Dominique Nkunku, un Congolais résident en France, l'ouvrage accuse le pouvoir en place d'avoir organisé depuis 1999 un plan d'extermination de l'ethnie Lari originaire du département du Pôle. Pour l'opposition, sa prohibition est une violation de l'article 25 de la Constitution, selon lequel tout citoyen a le droit d'exprimer et de diffuser librement son opinion. Déjà, les ministres qui ont tenu la conférence de presse disposent de l'ouvrage, donc ils sont les premiers à être arrêtés. Parce qu'eux, ils ont l'ouvrage. Ils le diffusent et ils opèrent la circulation et ils ont acheté ce qu'ils veulent priver aux autres Congolais. Il faut laisser à tous les Congolais la liberté de consommer l'ouvrage et de donner leur avis. Vous privez un citoyen d'acheter un livre en papier, il achètera en version numérique. Notons que c'est un arrêté du ministère de l'Intérieur du 22 octobre 2018 qui interdit l'entrée, la circulation, la distribution et la vente de ce livre sur l'ensemble du territoire national. Le sujet fera l'objet d'un débat d'actualité à l'Assemblée nationale ce jeudi 25 octobre 2018. Elles attirent des investisseurs étrangers, mais 84% d'entre elles font face à des défis financiers. Il s'agit des entreprises familiales. En Ouganda, un forum d'entrepreneurs a tenté d'évaluer l'apport de ces entreprises dans le tissu économique local. Les précisions de Nathalie Mo. En Ouganda, les entreprises familiales représentent 90% du secteur privé. Comme dans tous les pays émergents, ces entreprises privées atteignent des rendements de 20 à 25% par an. Fort de ce potentiel économique, ces structures attirent de plus en plus d'investisseurs étrangers, d'après des observations du cabinet d'audit PricewaterhouseCoopers Ouganda. Il faut qu'il y ait des activités locales qui soient réservées aux entreprises familiales, c'est-à-dire que les multinationales ne fassent pas tout à l'intérieur, n'est-ce pas, du pays. Donc, il faut qu'il y ait une loi d'orientation du contenu local. Seulement 84% des entreprises familiales ougandaises font face à des défis financiers. L'introduction de nouvelles taxes, notamment sur les services Internet et la corruption, constituent également des freins à la compétitivité de ces structures. Il faudrait qu'on leur donne du travail qui se perfectionne au fur et à mesure et que ces entreprises soient protégées et qu'on accepte de les protéger pour permettre que le problème de compétition ne se pose pas. Construire des entreprises familiales pérennes, c'est l'objectif présenté lors d'un forum des chefs d'entreprise à Kampala. En Ouganda, seuls 30% des entreprises familiales passent à la 3e génération et 15% d'entre elles disposent d'un plan de relève. Bonne nouvelle pour le Sénégal, ses prévisions de croissance économique sont au beau fixe. Elles sont estimées à 7% en 2018. Cette croissance est tirée par les secteurs secondaires et tertiaires. Mais au plan microéconomique, des défis restent à relever pour permettre à cette économie d'être inclusive et diversifiée. Ange Bijounomenio. Quatrième économie de la région ouest africaine, le Sénégal ne cesse de marquer des avancées positives en termes de croissance. La Banque africaine de développement estime à 7% le taux enregistré par ce pays en 2018. De bonnes performances qui n'empêchent pas pour autant d'entrevoir des défis en termes de croissance inclusive. D'énormes efforts devront être faits, par exemple, dans le domaine de la santé. Il faut pouvoir améliorer la santé des populations dans le domaine de l'eau. L'eau doit être accessible non seulement aux populations urbaines, mais aussi aux populations agricoles. Et il faut pouvoir maîtriser cette eau-là afin de pouvoir maîtriser l'agriculture. Selon la Banque mondiale, la pauvreté, bien que toujours élevée, semble avoir reculé ces dernières années au Sénégal. Des avancées ont été enregistrées au niveau du financement des petites et moyennes entreprises, mais cela reste insuffisant selon les experts.
très souvent dans les pays sous-développés, c'est les PME et leur financement. Ça pose d'énormes problèmes. Le problème n'est pas seulement du côté des banques, mais c'est aussi au côté des PME. Et il faut que ces deux entités qui sont obligées de s'entendre trouvent un terrain commun afin que les banques puissent financer les PME dans les meilleures conditions possibles et les PME puissent se développer en bénéficiant de ces financements-là. Les autorités sénégalaises ont annoncé la signature d'un plan cadre d'assistance au développement avec le système des Nations Unies, d'un coût estimé à 573 millions de dollars. Ce plan à caractère humanitaire et social est prévu pour la période 2019-2023. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.